Abel, merci d'être avec nous pour ce Festival de la créativité. Tu es un créatif dans plein de domaines de la vie. Je vais te laisser nous présenter qui tu es et quel est ton merveilleux champ de créativité. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Euh, Se présenter. Je suis né dans la montagne, en fait. Je suis un enfant de la neige. Et, et ma première créativité, ça a été dans le monde du ski. En fait, j'ai commencé à enseigner à 15 ans. Enfin, non, j'ai même commencé avant. J'ai commencé à enseigner à 12 ans, mais aux membres de ma famille. À 15 ans, j'ai commencé à enseigner dans un club, enfin, avec des jeunes compétiteurs. Et le sport a été pour moi le premier domaine de créativité. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que je voulais être le meilleur moniteur, donc j'avais une connaissance parfaite du ski, à la fois au niveau de la mécanique, mais de la façon dont ça fonctionne sur la neige, les effets ski-neige et tout. J'avais vraiment une vraie connaissance de comment ça fonctionne. Et, et je me suis rendu compte à un moment donné que cette connaissance-là n'était pas suffisante pour que ça parle aux gens. Je me suis rendu compte que quand je parlais à la tête des gens, c'était très compliqué. Et que la tête des gens avait énormément de mal à évoluer et à apprendre des choses dans le monde du ski. Parce que il y avait des tas d'autres choses qui œuvraient à la place, quoi. Et un jour, j'ai compris, il faut que je parle au pied des gens. Il ne faut plus que je parle à la tête des gens, il faut que je parle au pied des gens. Il faut que je parle directement à leur corps. Et je me suis mis à inventer toute une nouvelle façon d'enseigner le ski, de le pratiquer. Ça a été le point de départ, en fait, de la créativité pour moi, c'est l'enseignement du ski. Ça a commencé avant les arts. Même si j'ai commencé à 15 ans, si j'ai eu ma première guitare, et puis que j'ai commencé à m'amuser avec ça, ça a vraiment commencé avec le ski. Il faut dire qu'à 15 ans, en ski, j'étais quand même beaucoup plus doué qu'avec la guitare à ce moment-là. Voilà. Et donc, en fait, la guitare, au début, j'ai appris le chant comme ça, juste en écoutant. Il y a une chanson qui me plaisait, et puis j'ai regardé comment on faisait les accords. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc j'avais acheté un livre où il y avait 600 accords, et puis j'ai regardé comment il fallait mettre le doigt, et puis je me suis mis à jouer et à chanter une chanson. Je la chantais 100 fois par jour. Mes parents n'étaient vraiment pas très contents. T'entends toujours la même chose, puis j'en ai pris une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis petit à petit, à force de faire ça, j'ai fini par pouvoir découvrir les accords en écoutant simplement à l'oreille. Je cherchais avec les doigts, je dis ah ça y est, j'ai trouvé, puis j'ai appris des chansons comme ça. Voilà. Et ma première chanson, je l'ai écrite à 24 ans, donc ça faisait déjà 7 ans que je m'amusais avec la guitare. Et je faisais ça de temps en temps, hein, c'était vraiment pas... C'était une fois de temps en temps, quoi. Ou alors c'était des périodes comme ça. Pendant une semaine, 15 jours, je faisais que ça, puis après, j'étais plus souvent dehors qu'à faire de la guitare. Mais ma première chanson, ça a été vraiment un moment très, très marquant de ma vie, profondément marquant. C'est une chanson que j'ai écrite quand j'habitais dans le Beaujolais, donc dans un pays de vignes, j'habitais avec le copain de ma mère. Et puis, un soir, comme ça, à la fin de l'après-midi, je prends ma guitare et je me mets, ça vient tout seul. J'écris une chanson, ça me prend 10 minutes, et ça est venu tout seul, quoi. Donc j'ai écrit tout ça. Je chante ma chanson, et puis cette époque, j'étais quand même pas très conscient ou évolué. Je l'ai tout de suite jugé nul, quoi. Je dis, ah, c'est nul, c'est cucu et tout ça. J'ai trouvé ça nul, et puis j'ai mis ça de côté. Et le lendemain, c'était un vendredi soir, le lendemain, ma mère devait arriver à 7 heures du matin. Et que je me réveille, après la nuit, je me réveille à 7 heures du matin, je sors, ma mère n'était pas là. Je vais faire un tour, je descends sur la route qui passait au milieu des vignes, c'était un coteau comme ça, je descends. Arrivé en bas, il y a un garçon qui m'attendait, et c'était quelqu'un que je connaissais, c'était un enfant que je connaissais de l'école primaire, dont tout le monde se moquait, je me rappelais même de son nom, et je ne l'avais jamais revu, quoi. Et moi, je faisais partie des gens qui se moquaient aussi, bien sûr. Il me dit, je vais te conduire à ton guide, et là, je le suis, on monte la crête, une crête d'une colline, comme ça. Arrivé en haut de la crête, il y avait une arche en pierre, et de l'autre côté de l'arche, il y avait un homme assis avec des grands cheveux blancs, une barbe blanche très longue et tout ça. Puis il y avait ma guitare à côté. J'étais super surpris. Je dis, mais comment ça se fait que ma guitare est là? Je ne comprenais pas. Et il me dit, chante ta chanson. Et moi, je lui dis, oh non, non, elle est trop nulle. Je vais te faire quelque chose que j'ai appris il y a 3 semaines, que je trouve super beau. Et je prends ma guitare et je fais ça, que j'avais appris il y a 3 semaines.
Et puis d'un seul coup, je me réveille. J'étais super surpris parce que je croyais déjà être réveillé. J'avais toute ma conscience diurne, quoi. C'est-à-dire ma conscience de tous les jours, elle était présente. J'avais tous mes souvenirs, je pouvais me rappeler de tout, je savais ce que je devais faire dans 1 jour, 2 jours, 10 jours. J'avais toute ma conscience diurne de la journée, quoi, qui était présente. Donc je croyais vraiment être réveillé. Je croyais vraiment que c'était une vraie situation. Donc j'étais super surpris de me réveiller, de me retrouver dans mon lit juste après avoir joué ce morceau. Donc je me suis rendu compte que c'était un rêve, mais un rêve tellement vrai, tellement intense. Et là, je me dis, non, mais c'est pas vrai, j'aurais dû chanter ma chanson, je suis vraiment couillon. Je prends ma guitare, je chante la chanson, et là, je suis touché, mais touché. J'ai pleuré 2 heures. Ça me touche encore. Juste de dire raconter ça, ça me touche. Tellement c'était intense. Et j'ai tout de suite compris, mais alors, j'ai même pas eu besoin d'analyser, j'ai tout de suite compris ce que ça me disait, quoi. J'ai tout de suite compris ce que ça me disait. Quand tu crées, c'est pas toi qui crée, c'est pas toi, la personne que tu crois être qui crée. Quand tu crées, c'est l'univers qui crée, c'est la puissance divine qui crée. Ça ne vient pas de toi. Donc, ne juge jamais, jamais, jamais ce que tu crées, quelle que soit la création. Là, je l'explique avec des mots, donc ça fait des phrases, mais quand je l'ai compris, c'était une compréhension globale, quoi, instantanée dans toutes les dimensions, avec toutes les ramifications que ça pouvait avoir. Ce n'était pas une compréhension linéaire, comme je viens de l'expliquer, quoi. Et ça m'a vraiment marqué, profondément marqué. Et ça a orienté toute ma vie après. C'est vraiment une histoire très profonde parce que beaucoup de gens jugent leur création ou s'estiment pas suffisamment bons, pas à la hauteur ou pas légitimes pour créer. Et là, ce que tu partages, ça montre qu'il y a vraiment de la magie derrière chacune de nos créations qu'on ignore parfois. Et oui, ça. En fait, la création, c'est une énergie qui t'emmène vers le nouveau, qui t'amène à créer, c'est du nouveau. C'est pas, on ne crée pas de l'ancien. Créer, c'est forcément nouveau. Si on crée à partir de l'ancien, on va faire quelque chose qui est une espèce de condensé ou de synthèse de l'ancien, mais ce n'est pas du nouveau vraiment. C'est juste un raisonnement qui va un peu plus loin, ou c'est juste une espèce de construction qui va un peu plus loin. Ce n'est pas vraiment nouveau. La création, elle amène toujours vers le nouveau, vers l'inconnu. Elle nous emmène toujours dans l'inconnu. Donc, elle procède de cette dimension-là, de cette dimension qui est au-delà du connu et de l'inconnu, de cette dimension qui anime toute chose, qui est la puissance créatrice qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler la puissance divine, qu'on peut appeler la substance Dieu, qu'on peut appeler la vie avec un grand V, qu'on peut appeler, moi, au début, j'appelais ça la vie parce que Dieu, j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec ce mot, donc c'était pour moi impossible, mais j'appelais ça la vie, ou j'appelais ça l'univers, ou on peut l'appeler des tas de noms, c'est pas vraiment important le nom auquel l'on donne à tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que cette puissance-là, elle procède de cette dimension. C'est la même puissance qui crée les arbres, qui a créé les planètes, qui a créé les étoiles. C'est exactement la même puissance créatrice. Donc, c'est immense. C'est très puissant. C'est pour ça que la créativité, la créativité dans sa pureté, c'est forcément initiatique. Ça nous initie à quelque chose de nouveau. Puisqu'on va vers le nouveau, ça nous initie forcément. Ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, sur la vie, inévitablement. Je dirais, c'est même incroyable à quel point la créativité nous relie à cette présence plus grande que nous. Juste parce qu'on se laisse s'exprimer. En fait, la créativité, c'est l'expression de soi. Alors, mais l'expression de soi, ça peut être le soi avec un petit s, ou ça peut être le soi avec un grand S. Si je ne suis pas assez conscient, des fois, les deux peuvent se mêler. Ben, souvent, les deux se mêlent. Et du coup, l'expression de soi avec le petit s prend beaucoup d'espace. Si je suis perturbé, si j'ai des émotions qui ne sont pas à jour, mon art va exprimer tout ça, va exprimer mes émotions, va exprimer toutes les choses qui sont au fond, les tristesses, les colères, ou les espoirs, ou les espérances, ou toutes sortes de choses, va aussi exprimer tout ce que j'aimerais atteindre, la paix, la beauté que j'ai au fond de moi, mais que je ne peux pas vivre, mais à laquelle j'aspire, ça va exprimer toutes ces choses-là. Et donc, le petit soi prend beaucoup d'espace dans cette expression. Mais quand c'est vraiment de l'inconnu, c'est le grand soi qui s'exprime. Et ensuite, c'est comme un espèce de poste de radio, on le syntonise à différents niveaux.
selon notre parcours, selon notre conscience. Et un maître va le sataniser à un niveau très élevé, il va créer une œuvre divine, puis un autre va le syntoniser à un niveau très émotionnel ou très duel. Mais c'est la même inspiration, c'est la même source créatrice. Et si le petit soi n'est pas suffisamment connu, intégré, ben, il prend toute la place dans l'expression et du coup, il la dénature un peu en quelque sorte, quoi. Il ne lui donne pas toute sa majesté et toute sa grandeur. Mais on peut quand même reconnaître. Ça m'est souvent arrivé de voir dans les œuvres que c'est inspiré, ça se voit que c'est inspiré, mais c'est traduit à un niveau là où l'en est la personne, quoi. Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ça passe à... Je l'ai vu avec les chansons, ça passe, mais des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ça passe à un autre niveau, quand c'est inspiré. Parce que cette même puissance créatrice, toutes ces dimensions, elles sont dedans, dans cette inspiration, elles sont toujours dedans. Mais des fois, elles n'ont pas pu être exprimées visiblement parce que la personne n'avait pas la capacité de le faire là où elle en était, quoi. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que j'essaie de raconter. J'essaie de faire un peu comme ça, quoi. C'est comme la puissance créatrice descend et puis ça descend à différents niveaux de vibration selon là où j'en suis, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses et c'est pour ça que cette initiatique et l'art, comme c'est l'expression de soi, ben forcément, l'art nous amène inévitablement plus proche de cette puissance créatrice. Et plus je suis conscient, plus c'est cette puissance-là qui va s'exprimer et je vais faire en sorte qu'elle s'exprime dans tout ce que je fais. Mais l'art, l'avantage de l'art, c'est pour ça que c'est superbe de faire de l'art avec les enfants, parce que l'art, ça touche à l'expression de soi. Et donc, l'expression de soi, ben, forcément, elle est très proche. Le petit soi et le grand soi sont très, très proches. Parce que le grand soi anime le petit soi. Donc, il a l'art aussi de se glisser à travers le petit soi pour manifester des choses. Comme moi, avec cette première chanson, mais après, avec les autres, c'était pareil, quoi. C'était pas aussi fort, mais c'est toujours le grand soi qui se glisse à travers pour donner des messages ou pour ouvrir des portes. Ah oui, j'ai eu cette vision ce matin par rapport à tout ça. Et en fait, cette puissance créatrice, c'est comme le cœur, le centre des choses. Le soi, c'est comme le centre des choses. Mais souvent, dans notre vie, autour de ce centre, autour de ce cœur de soi, avec un grand soi, grand S, on a toutes sortes de prisons qui se sont construites au fur et à mesure. C'est comme une ronde de prisons qui sont là. Et du coup, quand cette puissance créatrice se manifeste, elle nous emmène à ouvrir les portes, à ouvrir des portes. Mais si la porte du soi n'est pas accessible directement, elle va passer par les prisons. Elle va ouvrir la porte de certaines prisons. Elle va ouvrir la porte de certaines prisons, nous conduire donc, selon où on en est, soit elle nous conduit facilement à travers, et là, elle nous ouvre d'un seul coup une porte qui nous amène comme vers plus de liberté. Mais des fois, si c'est pas encore assez mûr, elle va nous confronter à cette prison, et au lieu que ça nous amène dans quelque chose qui nous d'un seul coup nous épanouit, ça va nous confronter, ça va nous amener à réfléchir sur des choses, à regarder des choses qui ne sont pas belles à l'intérieur, jusqu'à ce qu'on puisse traverser cette prison, et là, l'autre porte peut s'ouvrir sur le soi. C'est un peu l'image que j'ai, quoi. C'est que souvent, il y a tellement de prisons qui entourent le soi que la puissance créatrice nous amène à rencontrer ces différentes prisons d'une façon ou d'une autre au cours de notre vie, quoi, jusqu'à ce que ce soit libre, que le soi puisse s'exprimer pleinement, le grand soi. Alors, la vie, elle a l'art de nous mettre dans des situations où le grand soi peut s'exprimer. Pourquoi j'ai fait du ski au début? Parce que en ski, c'était le seul endroit où j'étais moi-même. C'est le seul endroit, j'étais doué, j'étais très bon skieur, donc du coup, j'avais une certaine reconnaissance, du coup, j'étais pas pris par le jugement, et j'étais libre, j'étais vraiment moi-même. Et donc, le ski, c'était le seul endroit où je pouvais vraiment toucher, si tu veux, c'était l'espace où je pouvais toucher au grand soi. Donc, la vie s'est servie du ski pour m'amener dans cet espace-là et me faire évoluer, me faire rendre compte qu'il y avait de différentes dimensions qu'il y avait dans la vie. Mais parce que dans la chanson, je n'étais pas encore assez évolué pour pouvoir avoir cette liberté, quoi. Bien que, quand j'ai commencé à chanter des chansons, les gens me disaient, tu chantes faux. Et moi, je disais, ben, je m'en fiche. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé d'écouter. Moi, j'ai envie de chanter, donc je chante. Mais si toi, ça ne te plaît pas, ben, tu n'écoutes pas. J'en ai pas fait cas.
je me rends compte que c'est une sagesse après coup. C'est une chance extraordinaire que j'ai eue de pas me laisser enfermer par les jugements des gens qui disaient tu chantes faux. Parce que je connais plein de gens qui ont arrêté immédiatement parce qu'on leur disait tu chantes faux, quoi. Donc, moi, je n'ai pas été pris par ça. Et je me rends compte que c'est une chance extraordinaire de ne pas avoir été pris par ce jugement et d'avoir continué parce que juste j'aimais chanter. En fait, j'avais besoin de m'exprimer. En fait, j'avais vraiment besoin d'exprimer et il y avait le ski, mais voilà, la musique, c'était un autre espace et c'était important pour moi dans ma vie, sans aucun doute, que ça se passe sur mon chemin d'évolution, que c'était vraiment important. Donc, ça m'a permis de faire ça, ça m'a permis de continuer alors que les gens jugeaient, je m'en fichais complètement, quoi. Et même après 6, 7 ans, 8 ans, les gens me disaient « tu chantes faux ?» Je ne suis pas obligé d'écouter. En fait, je ne chantais pas pour les gens, je chantais pour moi-même. Mais toutes les chansons que je les ai écrites pour moi-même. D'ailleurs, je ne les ai pas chantées pendant longtemps à personne. C'est que ces dernières années qu'il y a des amis qui m'ont fait des farces, qui m'ont amené à chanter des chansons devant les gens, mais sinon, je les chantais vraiment pas beau. Je les chantais pas, quoi. C'était pour moi. On a besoin aussi de protéger notre créativité et d'être prêt pour partager. Oui, parce que justement, c'est l'expression de soi. Et quand le soi quand il y a de la fragilité en soi, c'est quand même pas évident de se montrer aux yeux du monde, quoi. Même pas forcément aux yeux du monde, hein, simplement le monde tout proche. Des fois, c'est pas évident. Donc c'est normal parce que c'est l'expression de soi. Donc c'est pas. Mais en vrai, la vie. Mais ce qui est magnifique, c'est que si je me laisse aller à cette expression de soi, inévitablement, la vie va me permettre de grandir dans cette expression, va me permettre de franchir des étapes pour qu'à un moment donné, ça puisse fleurir ou ça puisse rayonner. Et c'est vrai que la créativité, ce qu'on crée, c'est aussi une rencontre avec les autres. Et je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Christophe Pinot-Thierry qui disait que il faut être prêt pour cette rencontre. Oui, enfin, elle peut se faire à plein niveau, la rencontre. Moi, je sais que ce qui m'anime, c'est de toucher les âmes. Donc, je fais en sorte que mon âme chante quand je chante. Et je sais que si mon âme chante, elle va forcément, enfin forcément, c'est pas forcément, mais il y a plus de chances qu'elle touche les âmes. Et moi, cette rencontre d'âme, c'est ça qui m'anime, quoi. Toutes les rencontres sociales m'animent pas du tout, mais les rencontres d'âme, oui, ça m'anime. Et l'art, pour moi, il a cette vocation de toucher les âmes, mais parce que j'ai envie de toucher au-delà des émotions, quoi. Parce que j'ai déjà fait tout ce travail, j'ai beaucoup travaillé sur les émotions, j'ai été obligé de travailler sur moi-même à travers ma vie. Donc j'ai fait tout ce chemin de rencontre avec les émotions, de rencontrer tout ça, et ça m'a permis de davantage vivre dans cette dimension de toucher l'âme, de rencontrer l'âme, de laisser l'âme s'exprimer, de laisser ce qu'il y a de plus beau s'exprimer en moi et de pouvoir toucher ce qu'il y a de plus beau en chacun. J'ai fait aussi beaucoup d'accompagnement, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus pour permettre aux gens aussi de toucher à cette dimension. Parce qu'on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Donc j'ai beaucoup accompagné les gens à toucher leur âme et à laisser s'exprimer leur âme, parce que moi-même j'avais aussi besoin de ça. Donc j'étais très... Donc là, quand c'est comme ça, on enseigne le mieux ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, c'est comme une loi en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va donner aux autres ce qu'on a le plus besoin de recevoir aussi en même temps. C'est un peu dit d'une autre façon, mais c'est souvent comme ça que ça se passe, j'ai remarqué. Et du Et tu coup, as été aussi enseignant. Est-ce que comment tu as exprimé ta créativité dans l'enseignement? Est-ce que la musique a été aussi une voie? oui, énorme, bien sûr. Je chantais énormément avec les enfants. Alors, j'ai travaillé au départ à l'école primaire. Pendant 1 an, j'ai travaillé à l'école primaire. Et dans le cadre de l'école, j'avais monté on avait créé des chansons. Enfin, c'était souvent je trouve plus le mot. On prenait des chansons, puis on les développait, on écrivait d'autres couplets, on faisait plein de choses. Et on les avait mis en scène. J'avais fait, avec les enfants, je les faisais je faisais jouer comme des mises en scène de la chanson, quoi. Et ça, c'était la première année avec les primaires. Et du coup,
je voulais faire avec eux, on n'avait pas d'argent, c'était une petite école de montagne, et je leur ai dit: «On va faire des spectacles de chant, on va aller chanter et comme ça on recevra de l'argent pour pouvoir aller faire des choses». Et donc j'ai écrit dans les maisons de retraite pour présenter un spectacle et puis on va aller chanter dans la rue. Donc on avait été au marché. Et je leur disais aux enfants: vous chantez que si vous avez de la joie à chanter. Et si vous n'avez pas de joie à chanter, vous ne chantez pas. Vous vous mettez, vous regardez, mais vous ne chantez pas. Vous venez que si vraiment vous avez de la joie à chanter. Donc la première fois, on a été au marché à Gap. C'est un marché le samedi, il y a énormément de monde et on a chanté. J'avais fait des petits panneaux, on a chanté. Je leur disais que c'était pour l'école, pour pouvoir faire des projets. L'idée, c'était de faire une classe de neige. Et, et on a chanté 4 heures avec les enfants. Et on a reçu un argent dingue, quoi. À l'époque, on a reçu 2500 francs, mais c'était des francs, mais c'est comme si, maintenant, ce serait comme si on recevait 2500 euros, quoi. C'était des pièces de... C'était énorme. Et on a fait ça quelques fois, quoi. On est allé chanter sur les marchés, on est allé chanter dans les maisons de retraite avec, avec cette classe de primaire. Et donc, c'était très, très présent. Et quand je suis parti au Québec, pendant 2 ans, je suis revenu, je me suis retrouvé dans la même école, mais cette fois-ci avec les maternelles. Donc, j'avais des enfants j'avais pas les tout petits, ils n'y en avaient pas, quoi. En fait, ils avaient tous entre 5 et 7 ans. Les enfants voulaient les envoyer à l'école Steiner après, donc ils étaient là jusqu'à 7 ans. Donc, ils avaient entre 5 et 6 ans et demi, quoi. 4 ans et demi, 6 ans et demi. Ouais. Ce qui est très marrant, c'est que, bien sûr que je chantais à l'école. Et ce qui est très marrant, c'est qu'au début, il n'y avait que les filles avec moi. Je chantais des chansons, il n'y avait que les filles. Et les garçons, eux, ils faisaient leurs affaires dans leur coin, ils jouaient, tout ça. Au bout de 6 mois, d'un seul coup, ils étaient tous là et savaient tous, et tout le monde savait les chansons par cœur, filles et garçons. Que les garçons avaient appris en faisant d'autres trucs. Et ils sont venus chanter que quand ils savaient la chanson. C'était assez étonnant. Ça m'a marqué, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. C'était vraiment systématique, quoi. Toutes les filles étaient avec moi pour chanter depuis le début. Dès que je chantais, elles étaient là. Et les garçons faisaient autre chose. Ils construisaient des châteaux, ils faisaient des dessins, ils faisaient toutes sortes d'affaires. Mais tout en comme c'était une seule espace, bah, ils apprenaient comme ça. Et ils sont venus chanter 6 mois après quand ils ont su seulement. Donc oui, j'ai beaucoup, la musique a beaucoup été, le chant a beaucoup été présent. En fait, je faisais des chansons d'enfants, mais on les réinventait, quoi. Je leur faisais créer des nouvelles paroles. Voilà. Parce que c'est des thèmes assez simples, quoi. Et du Et coup, les enfants sont très spontanément connectés à leur âme. Et ils oui, expriment très spontanément cette partie, le grand soi, comme tu l'exprimes. bah, eux, ils sont que ça au début. Jusqu'à 7 ans, jusqu'à 6-7 ans, ils sont que ça, hein. Il n'y a pas d'autre dimension, en fait. La dimension personnelle du petit soi, elle n'est pas encore construite. Ça vient avec le mental. Et le mental se développe, enfin, prend sa place à partir de 7 ans, mais avant, ils sont plus comme ça. C'est ce qui nous touche chez les petits. C'est pour ça que ça nous touche autant, parce qu'ils sont la pure expression du soi avec un grand S. Après, ils apprennent à devenir des petits adultes, quoi. Le monde adulte les forme à penser comme ils doivent penser, et du coup, ça crée toutes sortes de choses. Ben, avant, il y a des choses, mais bon. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, par exemple, à l'école, j'inventais des histoires. J'avais vu ça quand j'étais au Québec, j'avais participé à une école Montessori, à un jardin d'enfants Montessori, parce qu'il y a école maternelle, ça n'existait pas. Il y avait un gars qui faisait ça, qui inventait les histoires au fur et à mesure. Il ne lisait pas les histoires, il les inventait. Et à l'école, je me suis dit, bon, je vais faire pareil, je vais inventer les histoires. Donc, je me laissais comme ça, j'offrais l'espace à cette puissance créatrice et je me laissais embarquer dans les histoires. Et c'était des histoires qui les touchaient vraiment. Et je vais un peu faire des sauts dans le temps comme ça, mais par exemple, je raconte une histoire une fois sur sur le lapin aux grandes oreilles. C'était une école de montagne, donc j'invente une histoire sur le lapin aux grandes oreilles qui entendait tout. Et je raconte cette histoire, les histoires, ça pouvait durer 20 minutes, 25 minutes, enfin. Et c'est tout, je la raconte une fois. 1 an et demi après, un des enfants me raconte l'histoire en entier. Ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable que moi, le lendemain, je ne me rappelais absolument pas ce que j'avais raconté. Mais lui, 1 an et demi après, ça l'avait tellement touché qu'il connaissait toute l'histoire par cœur et me l'a raconté en entier. Et j'ai remarqué ça, que quand j'inventais des histoires,
j'ai remarqué que mon état influait directement sur leur écoute. C'est-à-dire que quand je laissais le flux de cette puissance créatrice raconter l'histoire, inventer la suite de l'histoire, ils étaient scotchés. Et bien au-delà de ce qu'on dit, on dit que les enfants de 5 ans, ils ne peuvent pas écouter plus de 5 minutes une histoire, mais c'est parce que c'est des histoires racontées. Mais quand c'est la vie qui raconte, les enfants, tu peux les tenir 45 minutes et ils ne vont pas décrocher un dixième de seconde. Hein. Jamais. Et ça, c'était un signe. Parce que je racontais, mais mon mental, lui, il était toujours en train de se dire, c'est quoi la suite, qu'est-ce que ça pourrait être, et à essayer de choper des idées pour avoir une suite, quoi. Et à des moments donnés, je prenais une idée du mental, je continuais avec l'idée du mental, et là, en moins de 15 secondes, les enfants, ils disparaissaient. Ils n'étaient plus devant moi. Hop, ils partaient à autre chose. Ils décrochaient totalement. Et quand je voyais ça, je dis, bon, d'accord. Là, je n'ai pas suivi l'inspiration, donc je me recentrais, je respirais, et je repartais dans le flow. Et je ne faisais rien. Hein. Je prenais l'histoire, et là où elle était, et je repartais dans le flow. Et bien, sans leur dire revenez, hein, ouf, ils étaient là à nouveau. Et c'était vraiment le signe avec eux, quoi. Dès que c'était mon mental qui racontait l'histoire, ils décrochaient. Et dès que le flow était là, dès que cette puissance créatrice à nouveau raconter l'histoire, ils revenaient. Ils étaient partis faire quelque chose, ils revenaient, ils étaient à nouveau scotchés. Et ça pouvait durer un temps fou. J'ai fait des expériences, une fois, ça a duré 1 heure. L'histoire a duré 1 heure. Mais quand je faisais ça, j'étais incapable de me rappeler ce que je racontais. Parce que j'étais tellement dans la présence de ce qu'il disait que je ne retenais pas. Et au bout d'un moment, je me disais, j'ai commencé à faire des sagas, c'est-à-dire la même histoire qui se continue. Au lieu de raconter quelque chose de nouveau, j'ai commencé à faire des sagas. Sauf que, comme je ne me rappelais pas, alors du coup, je les faisais participer. Et je disais, vous vous rappelez le chef, là, oui, il s'appelle. Et il me disait tout, il me disait les noms, il me disait tout. Il me redonnait tous les éléments dont j'avais besoin pour que la saga puisse continuer. Ça m'a permis de faire des sagas comme ça sur 2 semaines, 3 semaines, alors que moi, je me rappelais absolument de rien. Mais eux, ils se rappelaient de tout. Ils me donnaient les choses dont j'avais besoin. C'était assez étonnant de voir comment ça fonctionne, parce que c'est une simple situation, mais ça met en évidence comment fonctionne cette puissance créatrice et d'où elle procède, parce qu'elle procède vraiment d'une autre dimension. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois, il y a une mère de famille qui a voulu participer à la classe, qui a voulu passer plusieurs jours dans la classe. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et j'ai continué la même chose, mais la première fois que j'ai fait ça, que j'ai raconté une histoire, que je me suis laissé aller, je la sentais, je suis hypersensible, donc je sentais, oh, ça commençait à juger. Et j'ai trouvé ça difficile. Et après l'histoire, elle me dit, c'est n'importe quoi, ces histoires, elles n'ont aucune morale, elle me dit. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas continuer avec toi. Tu vois, quel est le sens profond de raconter des histoires dans cette dimension-là? C'est que ça touche l'âme. Je ne raconte pas des histoires pour qu'elles aient une morale, qu'elles donnent une morale à une pensée. Non, je touche pour que ça touche. Je raconte pour que ça touche l'âme. La preuve que ça marche, c'est que toi, tu es super énervé. Si ça ne touchait pas l'âme, tu ne serais pas énervé comme ça. Si c'est des trucs qui n'avaient pas de profondeur, ça ne te toucherait pas. Mais tu es super énervé, elle était vraiment en colère. Hein. Il dit, c'est la preuve que ça marche. Sauf que je ne vais pas pouvoir continuer avec toi parce que c'est pas libre. Et il y a on voit tellement de choses négatives que c'est vraiment difficile. Je ne peux pas continuer. Donc, je te demande de ne pas être là parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Mais la preuve que ça marche, c'est que ça touche l'âme. Sinon, ça ne t'aurait pas mis dans cet état-là aussi puissamment, quoi. Ça, c'est la magie de la création aussi. C'est que cette puissance créatrice, elle est initiatique, profondément, elle est initiatique. Alors, pour les enfants, c'est génial parce qu'eux sont ouverts et que ça les amène à dépasser des choses, à oser certaines choses. Mais quand on fait ça avec des adultes, des fois, c'est surprenant parce que ça les amène justement la porte n'est pas ouverte, il y a une prison qui est là et boum, ça les ramène dans une prison et la porte n'est pas ouverte. Et il y a des fois, les gens sont prêts, ça les amène dans la prison, mais la porte peut s'ouvrir. Il y a des fois, les gens ne sont pas prêts, et ils sont dans la prison, ça les amène là, quoi. Mais c'est le pouvoir aussi de cette puissance créatrice, c'est qu'elle permet ça, quoi. Et j'ai eu d'autres histoires avec les enfants comme ça une fois. Moi, j'ai raconté ça dans le sommet de l'éducation du futur.
il y avait les enfants, on était dans les champs, et les enfants, c'était à l'automne, je crois, ouais. Il y avait des grandes herbes, des grandes ombellifères qui étaient toutes sèches, qui faisaient 1 mètre 20 de haut, et ils tapaient ça, puis ils s'en servaient comme si c'était des fusils, quoi. Ils disaient, pan, t'es mort, ils jouaient à la guerre. Pan, t'es mort, pendant 5-10 minutes. Enfin, moi, je vois ça, je m'assois, je me dis, bah, zut alors. Enfin, c'est pas que je l'ai laissé jouer, mais là, cette dimension de guerre, ça touchait pas, enfin, ça venait forcément de toutes les influences, quoi. Diverses influences, et je me disais, qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre pour que ça passe à une autre dimension, quoi. Puis j'avais pas d'idée, donc je suis resté comme ça, à attendre que ça vienne. Puis à un moment donné, poum, je prends une herbe et je fais en pleine joie. Et le jeu, il était le même, mais c'est complètement transformé au niveau en énergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer en disant pan, t'es mort, ils se sont mis à dire pan en pleine joie, pan en plein rire, pan en plein amour, pan en plein de. Puis ils se sont mis à donner plein de trucs comme ça, de l'âme. Mais ça a duré 1 heure, ils ont joué, ils se sont éclatés, moi aussi d'ailleurs. On s'est éclaté avec ce jeu, parce que c'était vraiment plein de vie, c'était super marrant. Et voilà. Donc, c'était un moment fantastique, et je me rappelle de ce temps-là où je me suis dit, bon, j'ai accueilli l'espace, puis je me suis laissé, et d'un seul coup, la puissance créatrice, poum, a mis ça en œuvre. Et là où, ce qui est magique, c'est que de voir combien cette puissance créatrice, elle touche, parce que un an après, donc on va dans le même champ, donc il y avait les mêmes enfin pas les mêmes ombellifères, c'en était des nouvelles, mais c'était la même situation, quoi. Il y avait des ombellifères toutes sèches. Il y a un gamin, il ramasse une ombellifère, 2, 3, 4, il ramasse une brassée d'ombellifères. Et il remonte à l'école avec une brassée d'ombellifères. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et alors, au début, je les laissais faire tout ça, mais quand même, en remontant à l'école, je lui ai quand même posé la question, mais je dis, mais pourquoi tu as ramassé toutes ces herbes? Il me dit, à la maison, c'est triste. Lui, dans son univers, ce moment-là, il était pure joie. Et donc, il pensait que s'il ramenait ces herbes-là, pour lui, c'était magique. Il pensait que s'il ramenait ces herbes-là à la maison, la joie allait déborder dans la maison, quoi. C'était devenu un objet magique. Parce que la puissance créatrice l'avait utilisé dans ce sens-là. C'était un objet, donc on avait joué avec. Mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est cette puissance-là qui a fait ça. Mais du coup, pour lui, c'était un objet magique. C'est une belle histoire, mais ça met en évidence cette puissance créatrice, d'où elle procède et ce qu'elle peut toucher, quoi. Si on la laisse nous traverser, et si on a suffisamment de conscience pour la laisser agir dans notre art, et ne pas laisser notre art réduit par le petit soi avec ses peurs, ses envies, ses jugements et ses besoins. Et aussi comment transformer une situation. Parce que toi, tu as su transformer cette situation, ce jeu de guerre, en un jeu de joie. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Moi, j'ai juste écouté, et je me suis juste mis à la disposition de cette puissance créatrice. C'est elle qui fait ça, pas moi. Moi, j'aurais pas. Enfin non, ça procède pas de moi. Tout ce que j'ai raconté, ça procédait pas de moi personnellement, Abel, ça procédait de cette puissance créatrice. C'est ça qui est magique. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, à ce moment-là, il a eu une transformation qui était magique. Et pour le gamin, cette transformation peut toujours opérer. Ça peut toujours se passer. Et quand même, nous avons aussi même si tu dis ce n'est pas moi, ça s'est passé aussi à travers toi. Donc, tu as été quelque part le canal pour que ça se manifeste. Et c'est important que les enfants aussi, que l'être humain prenne aussi la conscience qu'on n'est pas juste n'importe qui, n'importe quoi qui se laisse balloter au vent, mais qu'on a aussi la possibilité de faire appel à cette puissance créatrice et de transformer nos vies grâce à elle. Ben parce que au fond, le grand soi, c'est cette puissance créatrice. Le grand soi, c'est ce que l'on est profondément, c'est cette puissance créatrice. C'est pas autre chose. C'est pur amour, c'est pure conscience, c'est pure sagesse. C'est une intelligence universelle, c'est une intelligence incommensurable.
c'est une sagesse incommensurable, c'est de la pure lumière, c'est des attributs différents, mais je dis la même chose. Ce que l'on est au fond de soi, c'est ça, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre, c'est cette puissance créatrice. Je l'appelle comme ça à ce moment aussi parce qu'on parle de ça, mais dans d'autres circonstances, je l'appelle l'intelligence universelle, ou je l'appelle la puissance divine, on peut l'appeler de toutes sortes de façons. Mais c'est ça qu'on est au fond. Ce qu'on a appris à être, et puis ce qu'on a développé à travers nos expériences, nos croyances, et ce qu'on est devenu à travers tout ça, à travers nos héritages, nos histoires, nos croyances, et toutes les expériences qu'on a vécues, bien souvent, ça nous a éloignés de ça. Mais la vie, elle continue à vivre. Donc, elle nous ramène toujours vers ça. D'une façon ou d'une autre, elle essaie de nous ramener vers ça, d'une façon ou d'une autre. Et l'artiste, lui, il peut être un pont vers cette dimension-là, peu qui veulent bien la laisser passer. Donc, mon travail à moi en tant que créateur, que ce soit dans l'art ou peu importe, même si je fais un repas, c'est pareil, je ne vois pas la différence. Ou pour créer un sommet, que j'ai fait avec le sommet de l'éducation du futur, c'est pareil, je vois pas, le processus est exactement le même, la façon dont ça se passe est exactement la même. Mon travail à moi, c'est d'être suffisamment libre et disponible et d'offrir ce travail à cette dimension-là, pour qu'elle puisse agir. Après, ce n'est pas garanti que ça le fait à chaque fois. Il suffit que je sois pris par quelque chose, ou comme là, dernièrement, ça fait 15 jours que je suis arrêté parce que j'ai une sciatique vraiment très sévère, et du coup, je ne pouvais même plus m'asseoir. Donc là, à ce moment-là, quand la douleur névralgique prend toute la place, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose. Je risque pas, à ce moment-là, je ne suis même pas capable de prendre ma guitare pour chanter, quoi. Voilà. Donc il y a des moments donnés où il n'y a pas la possibilité, mais néanmoins, moi, mon travail, entre guillemets, c'est d'être dans cet état-là, le plus libre possible, et ouvert, et écouter et laisser passer dans cette disponibilité et offrir le travail. Si je l'offre à cette dimension, elle a plus de chances de s'exprimer. C'est mon travail d'artiste dans la vie. Mais artiste, voilà. Je peux dire que je suis un artiste de la vie, en quelque sorte. Parce que pour moi, l'artiste ne se résume pas à l'art, quoi. Ça dépasse le cadre de l'art. Je mets ça en œuvre partout. Pour trouver une maison, pour toutes sortes de choses. J'ai trouvé des maisons comme ça, pour trouver de l'argent quand j'en ai besoin, pour toutes sortes de choses. Pour trouver un endroit pour trouver une adresse dans une ville que je ne connais pas, où je n'avais pas de GPS, pas de carte, rien. Ben, j'ai fonctionné comme ça, pareil, j'y suis arrivé, pareil, de la même façon. C'est exactement le même procédé. Et oui, et tu as organisé aussi le sommet de l'éducation du futur. C'était un grand événement international. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'était un événement qui a eu lieu au fin avril. Donc, j'ai réuni 60 conférenciers du monde entier, des spécialistes de l'éducation, bien sûr, des magnifiques spécialistes de l'éducation, des créateurs, des gens qui innovent, qui ont des expériences très riches, très fortes. Mais j'ai aussi invité des êtres qui n'étaient pas des spécialistes de l'éducation. J'ai invité des êtres qui étaient issus des chemins de sagesse, bien en Europe ou en Asie. Et aussi, j'ai invité des êtres qui étaient issus des chemins de créativité, d'apprentissage, d'innovation, qui n'étaient pas des enseignants, ou qui n'étaient pas des gens qui travaillaient dans l'éducation, qui venaient du monde de la danse, du monde du sport, de tas d'autres, de l'architecture, de l'aromathérapie. Enfin, j'ai invité des êtres, mais qui avaient quelque chose à partager, dont l'expérience pouvait être une richesse pour le monde de l'éducation, et qui eux-mêmes étaient passionnés par l'éducation, parce que dès qu'on touche aux dimensions essentielles de la vie, forcément, on ne peut pas ne pas être touché et passionné par l'éducation, inévitablement, par la transmission, par le fait de donner aux autres et aux enfants. Donc, j'aurais demandé de partager en ce sens-là, ce qui fait que ça a fait un sommet qui a été très, très puissant, très touchant. Ça a énormément touché les gens, et au début, je voulais fonctionner comme Emeline, faire des packs de conférences, etc. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça du tout qui était demandé. Donc, on a décidé d'offrir toutes les conférences gratuitement à tout le monde. Le sommet était traduit en simultané en français et en anglais. Toutes les conférences étaient en français et en anglais, mais certains conférenciers étaient allemands, d'autres espagnols, donc c'était traduit en français et en anglais.
Et donc, toutes les conférences sont rééditées. Ça fait plus d'une centaine de conférences qui sont rééditées par une amie. Parce que moi, j'ai tellement travaillé avant que depuis début mai jusqu'à maintenant, je ne peux plus travailler, quoi. C'était impossible pour moi de travailler. J'ai tellement donné pendant une année, des milliers et des milliers d'heures à travailler des mois et des mois sans aucun repos, que j'étais plus capable de travailler. Mais du coup, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la relève et à partir de décembre, toutes les conférences vont être redonnées et en accès libre à tout le monde. On a décidé que ce serait accès libre à tout le monde parce que c'était trop précieux pour le garder juste pour quelques personnes. Donc du coup, on les réédite et ce qui est sûr, c'est que si une personne écoute toutes les conférences, sa vie et la vie de ses enfants change, ça c'est sûr. Parce que il y a vraiment des témoignages profonds et très, très, très touchants et intenses, quoi. Des expériences riches des fois de dizaines d'années, des êtres exceptionnels, quoi. Donc, ça va être là, je vais informer les gens je vais informer les gens dès que ça commencera à être prêt, mais à partir de décembre, on va mettre 4 conférences en ligne par semaine jusqu'à ce qu'elles soient toutes en ligne, quoi, à nouveau, en français et en anglais. Voilà, c'est en train de se faire petit à petit parce que la personne qui fait ça, elle est mère de famille, elle a 3 enfants, elle fait l'école à la maison, donc elle n'a pas non plus 50 000 heures devant elle. Mais elle a tout le matériel pour faire les montages vidéo et elle est passionnée par ça parce qu'elle veut développer des formations vidéo, donc pour elle, ça tombait bien de se faire la main avec toutes ces vidéos, quoi. Et comme moi, je ne pouvais plus travailler, puis voilà. Donc ça va sortir là en décembre. Ou au pire l'année prochaine, en janvier. Et en tant qu'écrivain, comment tu as su exprimer ta créativité ou comment tu l'as vécu? Ça a commencé avec le ski, en fait. Parce qu'en ski, donc comme j'ai raconté, à partir du moment où je me suis dit je vais parler à la tête des gens, je me suis mis à inventer plein de trucs. Et je me suis rendu compte que jouer, ça permettait justement aux gens de pas penser. Donc en fait, j'ai mis en œuvre plein de situations. Je mettais en œuvre des situations, beaucoup de situations ludiques pour que les corps apprennent à skier sans que la tête intervienne. Parce que je me suis rendu compte que la tête, dès qu'elle voulait skier, c'était l'enfer. Il fallait 10 fois plus, 100 fois plus de temps pour apprendre un truc que le corps, lui, apprenait très vite si la tête n'intervenait pas. Et ça, je l'ai remarqué concrètement, quoi. Quand les gens ne réfléchissaient pas, ils arrivaient à faire des trucs que quand ils voulaient le faire avec leur tête, c'était l'enfer, ils n'y arrivaient pas. Ils tournaient à droite et à gauche. J'ai fait une expérience à la fin. J'avais tellement d'expérience en ski, j'ai eu tellement d'expérience que je savais comment les gens allaient skier juste à les voir vivre. Je savais comment, s'ils skiaient, je savais quels allaient être leurs défauts, entre guillemets, etc., leurs difficultés. Je savais juste à les voir vivre, je savais comment ils allaient skier, quel genre de skieurs ils allaient être, qu'ils soient débutants ou bons skieurs, quoi. Donc, j'avais mis en œuvre des cours de ski. Enfin, ça s'est fait tout seul, quoi. Je faisais des cours de ski où des gens venaient de tous les niveaux. Des fois, j'avais des débutants, mais des très bons skieurs venaient qui avaient 15 ans de ski, mais ils apprenaient au même niveau. Ça ne les gênait pas. Ils apprenaient quelque chose. Je pouvais faire des cours où les gens avaient des niveaux complètement différents, mais comme je les mettais dans des situations très faciles, sur une piste très facile, mais je leur faisais faire des choses qui étaient au-delà de la technique, qui travaillaient plus au niveau psychomoteur. Du coup, tout le monde était à la même enseigne. Et des fois, les débutants étaient meilleurs que les meilleurs skieurs pour des exercices tout simples, quoi. J'avais développé plein comme ça de jeux de situations. Et pour une expérience qui témoigne de cette influence du mental ou de laisser s'exprimer l'intérieur, c'est que un des derniers stages que j'ai animés en ski, je me suis retrouvé avec un groupe de débutants. Il y en avait 15, 14 nationalités différentes, dont un Africain. Et donc, on part du chalet avec les skis sur l'épaule, on marche sur le goudron, et on arrive sur un champ de neige tout plat. Et là, le noir, pouf, il se met à 4 pattes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Ben, j'ai peur de tomber. Ça glisse. Je dis, ah, d'accord. J'avais l'impression que c'est comme si j'étais devant un enfant qui apprenait à marcher, quoi. En fait, je l'ai un peu accompagné comme ça. Je l'ai accompagné comme un enfant qui apprenait à marcher. Donc, je l'ai aidé à se redresser, en lui donnant la main, en le tenant. J'ai dit, voilà, en lui permettant de respirer, de rester debout tranquille. J'ai dit, tu vois, là, tu es debout, ça va, tu ne tombes pas.
Après, faire un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas, pour te dire d'où c'est parti, quoi. J'avais énormément d'expérience à ce moment-là. Ça faisait des années que je travaillais comme ça en ski, en improvisant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette fois-là, je les ai amenés à glisser sur les chaussures. On n'a pas utilisé les skis pendant 1 heure. C'était la fin de saison, donc il y avait des pentes qui étaient glacées, mais où les chaussures, on n'enfonçait pas dedans. Donc, en fait, on a fait plein de glissades sur les pieds. Des glissades. Je leur ai fait faire plein d'exercices où on s'amusait à glisser sur les pieds. Après, on a mis les skis. Et quand on a mis les skis, au lieu de les mettre en avant, pour pas que le mental intervienne, je les ai fait skier en arrière. Donc, on s'est mis à skier en arrière avec les skis. On a mis les skis et on a commencé en arrière. Et je leur faisais faire plein de jeux. Ils allaient à droite, à gauche, et ils tournaient à droite, à gauche sans problème. Et à un moment donné, je leur dis, maintenant, on va faire la même chose en avant, c'est exactement pareil. Vous faites exactement la même chose. Mais comme j'ai mis en place des jeux, tout ce que le corps avait assimilé d'expérience, il pouvait le remettre. Et à la fin de la journée, ce même groupe de 15, ils descendaient la piste bleue, donc on prenait le télésiège, et on descendait la piste bleue en ski parallèle, et des grands virages. Tout le monde, on a fait ça 10 fois, et tout le monde le faisait sans problème. Bon, je dis ça comme ça, mais je faisais que faire des jeux, quoi. On skiait pas simplement comme ça. C'était toujours à l'occasion d'un jeu, d'une situation ludique ou d'une situation particulière. Je leur laissais pas le temps de réfléchir. C'est-à-dire, quand je travaillais, je laissais pas le temps aux gens de penser. Je mettais une intensité folle dans l'action, dans la présence, dans le jeu, dans toutes sortes de mises en situation qui les occupait totalement pour pas qu'ils aient le temps de penser. Et le corps apprenait très vite. Et le lendemain, donc c'était un stage de 5 jours, le lendemain, ils reviennent. Alors je dis, bon, ben, on fait un échauffement pendant 1 heure, on fait des tas de jeux comme ça. Puis après, je dis, bon, ben, parce qu'hier, on a fait cette piste-là avec le télésiège, on est descendu 10 fois, on va recommencer tout de suite là. Et il y en a un qui me dit, oui, mais comment on fait? Je dis, ben, comme hier. Oui, mais comment on fait pour tourner à droite et à gauche? Je dis, mais comme hier. Il me dit, oui, mais comment je fais? Ben, je dis, comme hier. Il dit, tu l'as fait hier. Tu es descendu 10 fois avec nous? Oui. Tu as tourné à droite et à gauche? Oui. Donc, tu sais faire? Non. Je dis, vas-y, tu sais faire, puisque tu l'as fait. Ben non, je ne sais pas faire. Je dis, quand même, tu l'as fait. Oui, mais je n'ai pas compris. Je dis, ah d'accord, toi, tu veux comprendre. Alors, je lui ai dit, tu as 2 solutions. Soit tu me fais confiance et on continue comme j'ai fait hier. Je ne vais pas t'apprendre le ski pour que tu le comprennes. Je vais apprendre pour que tu saches skier. La compréhension viendra plus tard. Soit tu me fais confiance et on continue comme ça, soit tu veux comprendre. Mais à ce moment-là, moi, je ne peux pas être celui qui va t'enseigner dans ce sens-là. Tu vas aller avec l'autre moniteur et lui, il va répondre à tes demandes et il va faire que tu comprennes comment ça marche. Et ben, il y en a 3 qui sont partis parce qu'ils voulaient comprendre. Puis les autres sont restés. À la fin de la semaine, à la fin des 5 jours, tous ceux que j'avais sont descendus les pistes les plus difficiles de la station, y compris le noir, avec des bosses et tout. C'était des pistes rouges noires. Hein. C'était vraiment des pistes très, très pentues. Ils sont tous descendus toutes les pistes de la station. Et les 3 qui étaient partis, à la fin des 5 jours, ils avaient le même niveau que le premier soir, quand ils n'avaient pas évolué. Et ça met en évidence comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est-à-dire que si je laisse faire, on parle de puissance créatrice, mais en fait, c'est la vie avec un grand V, cette intelligence créatrice et universelle. Si je la laisse faire, elle nous permet d'apprendre des choses super vite. Mais quand on veut appréhender quelque chose avec notre compréhension mentale, qui, elle, est souvent très réductrice, qui cherche à faire des choses linéaires, qui englobe pas toutes les potentialités, ben ça devient très compliqué, quoi, parce que cette façon-là de penser, elle a tendance à tout complexifier, à rendre tout compliqué, quoi. C'est pour ça que souvent les choses les plus simples, ce sont les plus difficiles à réaliser, parce que les choses les plus simples, le mental, lui, les rend très, très, très compliquées. Une chose toute simple que de laisser le soi s'exprimer pour plein de gens, quoi. Et ça met en évidence ça, quoi. C'est des expériences qui m'ont montré, qui m'ont appris tout ça. Toutes ces expériences m'ont appris comment ça fonctionnait, de voir comment ça fonctionne, cette puissance créatrice. Moi, je lui donnais pas d'autres noms aussi. Et je me suis rendu compte que quand on voulait créer un concert ou un spectacle, enfin, surtout créer un spectacle, parce que quand on veut créer un spectacle, donc il y a une écriture, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est travaillé. Et ben, cette puissance créatrice doit être présente dès le départ, quoi, et dans toutes les dimensions. Si je veux toucher l'âme, si je crée un spectacle pour toucher les âmes, mon âme doit agir depuis le départ et dans toutes les dimensions de la création.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si ce n'est pas mon âme qui agit, il n'y a aucune chance que mon spectacle touche les âmes, au bout du compte. Donc, si je veux toucher les âmes, il faut que l'âme me guide dans l'écriture, dans la mise en scène, dans tout, pour que, au bout du compte, l'âme touche ceux qui vont recevoir le spectacle. Ça m'a appris ça aussi, c'est que cette puissance créatrice, elle est toujours disponible, elle est toujours là, mais ça me demande de la laisser agir tout le temps, dans toutes les étapes. Alors que le mental, lui, il voudrait contrôler les choses, il veut qu'il y ait une suite, que ça se tienne bien, qu'il y ait un début, une fin. Mais, des fois, le grand artiste intérieur, il a tendance des fois à suivre sa propre sagesse qui n'est pas toujours la même. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que l'expérience créative devient vraiment enrichissante pour nous qui créons et aussi pour ceux qui vont rencontrer notre art. Oui, bien sûr. Ou notre création, quelle qu'elle soit, parce que c'est le mot artistique. Oui, pour moi, ça n'a de sens que dans ce sens-là, quoi, que dans cette dimension-là. Sinon, bien sûr que ça a du sens aussi, l'expression du petit soi, quand les artistes sont... Mais des fois, ça donne des choses vraiment surprenantes. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai vu quelqu'un qui a fait de sa maison un musée, mais alors, ça exprimait des choses vraiment difficiles de lui-même, quoi. Tout était noir, tout était noir. Il avait peint toute sa maison en noir. C'était que des trucs de guerre, des trucs comme ça et tout. Donc, c'est une expression de soi, mais c'est une expression de soi qui va toucher les soi qui sont dans la même dimension, quoi. Ça ne peut pas toucher des soi qui sont pas dans cet univers-là. Ça marche pas, quoi. C'est pas universel dans ce sens-là. Ça touche une dimension incarnée de l'humain, mais qui est une dimension propre, bien spécifique, quoi. Ça touche pas toutes les dimensions de l'être humain. Alors que le grand artiste intérieur, lui, il a tendance à toucher toutes les dimensions de l'être humain. Sauf que quand on n'est pas prêt, c'est ça qui se passe, c'est que ça va nous amener à toucher une prison à l'intérieur plutôt que quelque chose qui épanouisse, quelque chose qui est... La lumière révèle les ombres. Et le pur amour révèle tous les manques. On aspire à l'amour, mais quand l'amour se pointe, la première chose, si quelqu'un vient avec plein d'amour, la première chose qui va se présenter à l'intérieur de soi, c'est les manques. C'est tout ce qui a soif, tout ce qui a manqué. C'est la première chose qu'on va recevoir à l'intérieur, c'est ce qui va monter à l'intérieur, c'est tout ce qui a manqué. Donc, ce qu'on va rencontrer, c'est le manque dans son état le plus pur, si l'amour est là. Les gens ont un peu de mal des fois avec ça, quoi. Ils imaginent que si l'amour vient, tout va s'ouvrir. Non, si l'amour vient, tout ce qui a manqué d'amour va se pointer en premier. Tout ce qui a manqué de pureté va se pointer si la pureté vient, tout ce qui va manquer de pureté va se pointer en premier. Si la pure spontanéité est là, cette puissance créatrice est là, tout ce qui a été enfermé, ligoté va se présenter en premier à l'intérieur de soi, souvent. Donc, cette expression-là de soi et cette expression artistique puissante, des fois, elle touche tout le monde, mais elle ne va pas toujours toucher tout le monde dans le même sens. Il y en a pour qui ça va être une révélation, puis il y en a d'autres, ça va être une confrontation. Ça les amène dans des espaces, s'ils ont envie d'aller, tant mieux pour eux, mais s'ils n'ont pas envie d'y aller, ils vont juger la création, quoi, pour la rejeter, pour pas qu'elle les touche. C'est une recherche qui me tient très à cœur, justement. Comment utiliser l'art et la créativité pour s'élever? Ça, tu n'as pas besoin de réfléchir là-dessus. Vraiment, tu n'as pas besoin de réfléchir là-dessus, parce que l'essence même du soi, c'est de te permettre de grandir, de t'élever en conscience et en connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et la vie et Dieu. Donc, cette présence, inévitablement, elle te conduit à grandir, à évoluer, à grandir en conscience, à évoluer, à grandir en amour, en compréhension, toutes sortes de choses. Elle t'initie. Inévitablement. Tu n'as pas besoin de demander comment faire. Tu as juste à laisser faire la vie et elle va t'initier.
Ça ne peut pas être autrement. Et ton art est initiatique, et est initiateur pour toi-même, mais aussi il peut l'être pour les autres. De la même façon, tu n'as pas besoin de réfléchir là-dessus, parce que c'est par essence, c'est comme ça. Donc ton travail à toi, c'est juste de t'offrir à ça, et d'offrir ta création à cette dimension-là, et la laisser faire. Et tu verras bien ce qui se passe pour toi et pour les autres. Mais tu n'as pas besoin, c'est pas quelque chose qui se contrôle, ça. C'est pas quelque chose que le mental peut faire. C'est bien trop vaste, c'est bien trop puissant, bien trop grand. Le mental, lui, il peut juste laisser passer ou pas laisser passer, mais c'est pas lui qui va faire quoi que ce soit. Tu peux pas contrôler cette affaire-là, tu peux pas. Tu as juste à être ouverte, disponible et laisser faire. Enfin, finalement, c'est super simple. Hein. Ça ne demande aucune compétence particulière. Et c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est d'être aussi libre que ça, et c'est aussi sans attente, sans exigence, sans aucune espérance de quoi que ce soit, sans rien vouloir. Parce que ça va avec, hein. Ne rien vouloir, ne rien espérer, ne rien exiger, ne rien attendre. C'est ce qui va avec cet état-là. Parce que le moindrement que j'attends quelque chose, eh ben, quand je suis dans l'attente, on peut l'écrire en 2 mots. Quand je suis dans l'attente, je suis dans une tente et je ne vois rien de ce qui se passe. Et si la magie se présente, je ne la vois même pas quand je suis dans l'attente. Quand je suis dans l'exigence, inévitablement, ce qui se présente à l'intérieur, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a forcément une dimension qui va observer et qui va observer dans un sens pour voir si ça répond ou pas à l'exigence. Et donc, qui va contrôler la qualité de ce qui est donné, quoi, pour voir si ça répond ou pas à l'exigence, et qui va juger, bien ou mal, ce qui se donne. Donc, quand on est dans l'exigence, on met forcément en œuvre tout un tas de trucs à l'intérieur qui sont ce jugement, quoi. Ça met en œuvre inévitablement, l'exigence met inévitablement en œuvre le jugement. Et donc, on ne peut pas, avec tous ces aspects-là de soi, c'est difficile de faire en sorte que cette puissance créatrice puisse s'exprimer. Ce que ça demande, c'est de se laisser vraiment libre, la laisser faire. Ne rien attendre, ne rien exiger, la laisser faire. Juste, ok, je t'offre ça, je t'offre cet espace, vas-y, fais ce que tu as à faire. Exprime. Et puis, Inch'Allah. Et là, tu vois. Mais je ne connais pas d'autre chemin. Sûrement pas un chemin qui essaie de... Mon travail, c'est juste là. Voilà. Ok, ben laisse faire. Puis il y a des moments pour ça, il y a des moments où c'est pas ça, c'est des moments où c'est pas mûr. Il y a des moments où c'est prêt, il y a des moments où, ok, il y a un moment, c'est présent. Puis il y a des moments où c'est pas le temps de ça. Donc c'est pas la peine de chercher à créer quelque chose quand le temps n'est pas là. Si le temps n'est pas là, c'est que la vie me demande autre chose. Si je dois passer du temps à faire le jardin ou à ranger ma maison, ben c'est le temps pour ça. Mais je peux mettre la même puissance créatrice à l'intérieur de ça. C'est ça qui est magique. Et du coup, ça prend une autre dimension. Et si je veux créer quelque chose au niveau artistique, et dans cette dimension-là, ça me demande de la laisser faire totalement, de laisser faire cette puissance-là totalement, et d'avoir aucune attente ni exigence de quand elle va le faire et comment elle va le faire. Parce que sinon, c'est biaisé, quoi. Et comment tu vois la place des techniques dans tout ça? C'est un outil. C'est juste un outil. Tu donnes un marteau et un burin avec un bout de bois à quelqu'un de grossier, il va te faire une note grossière. Tu donnes à quelqu'un de divin, il va te faire une note divine. C'est le même burin, c'est le même marteau, c'est le même bout de bois. Donc, c'est pas... Ça, c'est important parce que on pense souvent que la technique est importante, que l'outil est important, si j'ai un meilleur outil. Mais non, c'est pas vrai. Moi, quand je travaillais en ski, on pouvait me donner les skis les plus pourris du monde, je skiais quand même divinement. Ça venait pas des skis, quoi. Bien sûr que si j'avais des bons skis, c'était quand même plus facile, parce que des skis qui sont foireux, ils répondent des fois de façon bizarre. Et un outil, c'est pareil. Si tu as un mauvais outil, quelqu'un de divin, même avec un mauvais outil, peut faire quelque chose de divin. Bien sûr que si on lui donne un meilleur outil, ça sera encore plus fin qu'un mauvais outil. Des fois, il ne permet pas certaines choses, mais ce n'est pas l'outil qui fait les choses, donc ce n'est pas la technique qui fait les choses. C'est nécessaire, mais c'est juste un outil.
l'état dans lequel tu utilises cet outil, donc l'état avec lequel tu utilises cette technique, et le pourquoi, pas le pourquoi en un seul mot, mais le pourquoi, dans quel but tu utilises cet outil, cette technique, c'est ça qui fait toute la différence. Si tu utilises cette technique dans cette dimension-là de liberté, d'expression du soi, le soi va prendre l'outil en main et va travailler cette technique et va travailler avec. Si ton but aussi, c'est pourquoi, donc le but, c'est d'offrir ça au monde et de toucher les âmes, cette puissance-là va utiliser la technique pour faire ça. Mais ce n'est pas la technique qui va faire quoi que ce soit de ça, quoi. S'il y a une bonne technique, forcément, il y a une capacité, il y a une possibilité que ça touche encore plus finement et plus subtilement les choses. Mais ce n'est pas forcément ça. Moi, j'ai vu des musiciens très, très forts qui avaient fait 20 ans de conservatoire, qui étaient hyper doués et qui étaient incapables de se laisser aller. Ils ne pouvaient jouer que s'ils avaient des notes devant leurs yeux, quoi. Ils ne pouvaient pas se laisser comme ça, laisser faire la puissance créatrice à travers leur instrument, parce que si ce n'était pas écrit, ils n'y arrivaient pas. Donc, ce n'est pas la technique qui fait les choses. Je me rappelle d'une expérience qui m'avait profondément marqué. Une fois, je vais à un festival de gospel. À un moment donné, il y a des vieilles dames d'Amérique qui viennent, mais elles avaient plus de 70 ans. Et il y avait la fondatrice avait 90 ans. Elle était là, mais elle n'a pas chanté. Elle s'est juste présentée, et c'était les 3 autres. Elles avaient plus de 70 ans. Il y avait 3000 personnes. C'était dans une église. Elles ont mis un feu. C'était impressionnant, quoi. Tout le monde était debout, tout le monde était... Elles ont emporté tout le monde. Il y avait une telle puissance d'amour, de foi, ça rayonnait, c'était impressionnant, quoi. Elles ont vraiment mis le feu. 3000 personnes qui étaient toutes debout. C'était pas le coup du spectacle. Le coup du spectacle, c'était un groupe de jeunes qui avaient une technique, mais phénoménale. Les 5 étaient capables de chanter sur les 3 octaves. Ils avaient une technique vocale phénoménale. Mais vraiment, hein, personne ne leur arrivait à la cheville. C'était d'un niveau exceptionnel. Sauf que tout le monde a attendu que ça s'anime. Ça ne s'est jamais animé. C'est-à-dire qu'ils avaient une technique fabuleuse, mais elle n'était pas au service de cette puissance créatrice qui vient du cœur. Et du coup, tout le monde attendait que ça décolle. Ça n'a jamais décollé. Je pense que pour eux, ça a été une expérience vraiment super forte, parce qu'après, à la fin de tout ça, tous les artistes sont revenus sur scène pour faire une impro, quoi. Et alors, eux, bien sûr, c'était le coup du spectacle, ils étaient là les premiers, mais quand les autres sont rentrés, les 3 vieilles dames sont rentrées, tout le public était en feu. Juste quand elles sont apparues. Donc, pour les autres, ça a dû être vraiment très, très dur à vivre, mais ça a été sûrement, j'espère pour eux que ça a été une leçon extraordinaire, parce qu'il y avait un enseignement extraordinaire dans ce concert par rapport à ça, quoi. Le pourquoi je joue mon art. Et là, le pourquoi prenait toute la place, et c'était tellement flagrant qu'entre la technique et l'essence, il n'y avait pas photo, quoi. La technique, elle ne donne rien. S'il n'y a pas d'essence derrière, ça peut être la plus belle technique du monde, c'était extraordinaire, mais c'était vide, c'était pas vivant. Et les autres, elles avaient 10 fois moins de technique, mais alors, c'était la vie à l'état pur, quoi. Et c'était tellement contrasté, c'était vraiment marquant. Super, c'est vraiment un beau partage. Et est-ce que tu voudrais bien nous jouer quelque chose? Nous offrir un moment de musique? Je vais vous offrir cette chanson que j'ai écrite en 1996 avec ma meilleure amie, une amie très chère, avec laquelle j'ai partagé beaucoup, beaucoup d'expériences, avec lesquelles j'ai parti faire un voyage au Québec, un voyage de formation. J'ai passé 2 ans à me former au Québec, à faire toute une aventure de guérison et de formation autour du souffle et de la vie intra-utérine. C'est sans doute pour ça aussi qu'elle s'appelle Vie Nouvelle. On a écrit cette chanson à notre retour du Québec, après être revenu du Québec. Après que moi, je suis revenu, parce qu'elle était revenue un an plus tôt. Mais en même temps, c'était aussi lié à toutes ces formations autour de la vie, de la nouvelle vie, l'art d'accompagner
les êtres qui s'en viennent sur la Terre dans une nouvelle dimension. Et la chanson ne parle pas de naissance, pas de naissance d'enfant, mais de naissance de soi. Et c'est une chanson que je chante habituellement en des groupes avec beaucoup d'énergie, parce qu'elle invite à se lever et à partir, comme un peu Christophe Colomb pour les Amériques, quoi, à partir à l'aventure vers l'inconnu et le nouveau, avec beaucoup d'énergie, mais là, je vais le faire différemment, parce que dans la situation technique dans laquelle nous sommes, trop d'énergie avec la guitare, ça ne va pas passer, donc je vais le faire tout doucement, et tout doucement au niveau de la guitare, mais je vais essayer de mettre cette même puissance à l'intérieur. Non, je ne vais pas essayer, je vais le faire, je vais lâcher prise pour que ça passe cette création. Parce qu'en fait, là, c'est une création, le fait de la chanter totalement différemment, ça lui donne une autre dimension, une autre couleur. Voilà. Va en toute confiance, mon amour. Va sur le chemin de ta vie. Ta vie est une source qui t'invite, mon amour, au voyage. Écoute en dedans de toi ton cœur. Écoute en dedans de toi ton cœur. Écoute, il te dira où aller. Écoute et tu sauras retrouver la source du voyage. Va en toute confiance, mon amour. Va sur le chemin de ta vie. La vie est une source qui t'invite, mon amour, au voyage. Écoute en dedans de toi ton cœur. Écoute, il te dira où aller. Écoute et tu sauras retrouver la source du voyage. Quand sur ton chemin il n'y a plus que l'impasse, c'est le temps, mon amour, où l'inconnu t'embrasse. Quand pour toi chaque jour n'est plus qu'une prison, c'est le temps, mon amour, où l'inconnu t'embrasse. Va en toute confiance, mon amour, va sur le chemin de ta vie. La vie est une source qui t'invite, mon amour, au voyage. Écoute en dedans de toi ton cœur. Écoute, il te dira où aller. Écoute et tu sauras retrouver la source du voyage. L'inconnu, mon amour, est une terre d'aventure. Sois bien sûr pour toujours que c'est de bon augure. Persévère, mon amour, dans l'élan de ton cœur. Sur ce chemin t'attend la terre du bonheur. Va en toute confiance, mon amour, va sur le chemin de ta vie. La vie est une source qui t'invite, mon amour, au voyage. Écoute en dedans de toi ton cœur. Écoute, il te dira où aller. Écoute et tu sauras retrouver la source du voyage. Lâche prise, mon amour, et fais le premier pas. Tu découvres aujourd'hui le secret de la vie, comme l'enfant qui va naître
sur la terre ici-bas. C'est le temps, mon amour, né à ta nouvelle vie d'amour, vie du cœur qui inspire. Le royaume s'ouvre à toi, c'est le temps de grandir. Va en toute confiance, mon amour, va sur le chemin de ta vie. La vie est une source qui t'invite, mon amour, au voyage. Écoute en dedans de toi ton cœur, écoute, il te dira où aller. Écoute et tu sauras retrouver la source du voyage. Va en toute confiance, mon amour, va sur le chemin de ta vie. La vie est une source qui t'invite, mon amour, au voyage. Écoute en dedans de toi ton cœur, écoute, il te dira où aller. Écoute et tu sauras retrouver la source